Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre ponctualité. J'enlève le masque pour les besoins de la retransmission pour qu'on m'entende clairement. Alors pour le tableau, c'est vrai que ça va être difficile parce que j'ai l'appareillage dans mon champ de vision, mais enfin, on va faire avec. Alors j'espère que ça ne sera pas une tradition. Nous allons commencer le conseil municipal par une minute de silence en hommage à deux personnalités locales décédées il y a 10 et 8 jours. Hélène Le Floch, qui était la présidente de la Farled Troc, une entité qui apportait un plus environnemental et social à notre village. Elle avait imaginé ce projet pour donner une deuxième vie aux vêtements, aux objets, et puis pour permettre aux gens qui n'avaient pas forcément les moyens bien d'acheter des objets d'occasion à moindre coût. Elle était aussi l'épouse de Jean-Jacques Le Floch, l'ancien président du club cyclotouriste Farlédois. Voilà, ils étaient eux deux figures, un couple emblématique du village. J'ai présenté en votre nom, évidemment, lors des obsèques cet après-midi, les condoléances d'usage à Jean-Jacques Le Floch et à ses proches. Nous avons aussi malheureusement perdu Raymond Graziani, ancien président des Joyeux Boulemans Farlédois, un fidèle du Cercle de la Fraternité, né à la Farlède, rue du 4 septembre, en 1943. Là aussi, je vous ai représenté lors des obsèques hier en l'église de la Farlède, et j'ai donc présenté également nos condoléances à ses trois fils et à tous ses proches. Donc je vous propose une minute de silence pour ces deux personnalités. Je vous remercie. Alors nous commençons par l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 mars, mais aussi de celle du 22 mars que vous avez dans vos documents. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Alors nous allons déroger à nos habitudes puisque Lucas Audibert est empêché professionnellement. Donc nous allons trouver une Benjamine ce soir. Je vais proposer Magali Dalmasso qui est là-bas. Félicitations Magali. Enfin, j'anticipe un peu puisqu'on va voter. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Félicitations Magali à l'unanimité. Alors, ce soir, vous l'avez compris, la question financière sera au centre de la présentation et des débats. Je vais tout d'abord revenir brièvement sur les comptes administratifs et comptes de gestion, puisque ce sont, vous allez voir, les mêmes. On les avait longuement commentés lors du rapport d'orientation budgétaire et du débat. Aujourd'hui, on a la photographie exacte au centime d'euro près au 31 décembre 2020, ce qui va nous permettre de voter pour l'affectation du résultat. En ce qui concerne le fonctionnement, et puis ce qui va nous permettre de faire un report automatique pour l'excédent d'investissement. Alors vous pouvez prendre le tableau qui est à la suite de la délibération numéro 5. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas fait l'appel. On va réparer cet oubli. Marie-Pierre, je vous en prie. Monsieur le maire. Je n'y vois strictement. Présent. Oui, présent. Madame Astier-Boucher. Monsieur Berti. Madame Corporandi-Vialon. Monsieur Even a donné procuration à Monsieur le maire. Madame Excoffon-Joly. Monsieur Henry. Madame Gini. Monsieur Collet. Madame Gamba. Madame Théobald. Madame Lampin. Madame Janin.
Madame Gérini a donné procuration à Madame Gamba. Monsieur Ruiz, Madame Garino, Monsieur Jean Solin, Monsieur Guette, Monsieur Vidal a donné procuration à Madame Astier-Boucher, Madame Astier-Josiane, Monsieur Cardinali, Monsieur Weber, Monsieur Versini, Madame Vaillant, Madame Guilleran a donné procuration à Madame Dalmasso, Monsieur Monin, Madame Mangot a donné procuration à Monsieur Jean Solin, Madame Dalmasso, Monsieur Audibert a donné procuration à Madame Corporandi-Vialon. Bien, je vous remercie. Donc, nous revenons sur les comptes administratifs et le tableau de synthèse. Pour la partie fonctionnement, nous avons un résultat de clôture positif, excédentaire, de 1 991 612 €, je vous épargne les centimes, qui est le résultat des recettes que vous voyez au-dessus, c'est-à-dire 179 993 € de résultats reportés et 11 493 793 d'opérations de l'exercice, auxquelles on va enlever les dépenses de l'exercice à hauteur de 9 682 173 €, donc pour ce résultat de 1 991 612 €81. C'est ce résultat excédentaire que nous voterons tout à l'heure pour pouvoir l'intégrer en investissement au budget 2021, puisque ça c'est le résultat de 2020 en fonctionnement. En investissement, même principe, les recettes et les dépenses nous donnent un excédent en résultat de clôture de 4 998 771 € et 77 centimes. Là, nous le reporterons d'office, donc en recettes d'investissement également, au budget que nous aborderons tout à l'heure, le budget 2021 en investissement. Alors, quelques éléments de synthèse sur ces comptes administratifs. Nous avons dépensé, vous le voyez, 90%, 90,6% des crédits ouverts. C'est vrai que c'est une année qui avait été amputée par l'épidémie de Covid. Donc par rapport aux prévisions budgétaires, nous avions un décalage et surtout une difficulté à élaborer le budget par rapport à la vision que nous avions de l'année. Alors j'ai toujours l'appareil au milieu, j'en suis désolé. Nous avions en recette de fonctionnement une bonne surprise sur l'immobilier avec une taxe des droits de mutation qui avait été consistante, une augmentation des bases physiques traditionnelles, une vente de terrain de foncier au niveau du projet de logement de l'Auvel. Ça nous a permis d'avoir un fonctionnement et de surnager à ce niveau-là. Les recettes de régie ont bien sûr baissé puisque nous avons été victimes de fermetures pour le confinement. Les recettes de régie, c'est tout ce qui regroupe évidemment la cantine, le périscolaire, l'accueil de loisirs, la médiathèque, l'école municipale des sports. Donc avec les fermetures, nous avons eu moins de recettes également. On avait une DGF, une dotation globale de fonctionnement qui baissait aussi, et des dépenses de personnel qui, une fois n'est pas coutume, s'étaient légèrement tassées pour deux raisons principales, les annulations de manifestations, donc une baisse de l'attribution des heures supplémentaires, et puis quelques départs à la retraite que nous n'avions pas entièrement remplacés. Pour l'investissement, en ce qui concerne les comptes administratifs, c'était une année relativement modeste également, pour deux raisons qui sont facilement identifiables. La première, c'est que c'est une année électorale, effectivement. Lors des élections municipales, eh bien, l'équipe sortante se montre prudente sur les premiers mois de l'année, et l'équipe qui arrive prend le temps d'envisager ses investissements. Et puis, évidemment, nous avons également investi, là aussi, de la pandémie. Ces comptes administratifs se retrouvent, vous pouvez prendre, si vous le voulez, pour le vérifier, le document du trésorier, celui-ci. Vous prenez la page 23, et vous allez retrouver exactement les mêmes sommes. Vous voyez les principales en dessous l'investissement. Vous voyez le résultat de clôture
qui est constaté également par le trésorier, 4 998 771, et le résultat excédentaire également du fonctionnement à 1 991 612 euros, soit un total de 6 990 384 et 58 centimes. Donc quand le trésorier est d'accord, tout va bien. Nous allons donc constater le résultat affecté en investissement, qui est la délibération suivante. Donc délibération numéro 7, affectation du résultat de fonctionnement. Je vous propose donc d'affecter à l'investissement l'excédent de 1 991 612 euros et 81 centimes qui a été constaté à la fois sur le compte administratif et sur le compte de gestion. Nous ferons un vote ensuite successif pour éviter de revoter à chaque fois. Alors nous avons aussi les comptes administratifs des pompes funèbres, qui est un budget beaucoup plus inerte à son jeu de beau. Vous pouvez prendre de la même manière que tout à l'heure, dans la délibération numéro 6, le tableau de synthèse du compte de gestion. Six ou 4, je ne sais plus. Alors, il n'est pas dans le bon ordre, le tableau de synthèse des comptes administratifs des pompes funèbres. Page combien, Robert? 9. Là, j'ai le résultat. Non, je ne l'ai pas. J'ai dû l'arracher. Merci. Il a arraché, c'est pas très grave. Donc, vous voyez cette page-là. Donc, c'est présenté de la même manière. Vous avez en fonctionnement, en recette, 85 244 euros et en dépenses, 85 336 euros, auquel se rajoute un résultat reporté de l'année N-1, puisque le fonctionnement est négatif. On va voir que traditionnellement, dans le budget des pompes funèbres, le fonctionnement est déficitaire. Donc on a un total de déficit qui se monte à 3 581,92 euros pour le fonctionnement du budget pompes funèbres. Sur l'année, nous avons un déficit de 92 euros en réalité qui vient se rajouter aux 3 489 de l'année précédente. C'est le résultat donc déficitaire que nous allons affecter tout à l'heure, non pas en investissement puisque c'est interdit lorsque le résultat est négatif, mais en fonctionnement de l'année 2021 du budget pompes funèbres. En investissement, là, la situation est différente. Nous avions un résultat excédentaire reporté de 32 625 euros et 66 centimes et des opérations d'exercice à hauteur de 85 336 euros, soit un total de 117 961,66 euros, auquel nous retranchons les dépenses de 62 886 euros d'investissement, soit un résultat de clôture excédentaire de 55 075 euros et 66 centimes. Si l'on fait le total des deux chapitres, des deux sections, fonctionnement et investissement, nous arrivons à un résultat excédentaire de 51 493 euros, 74. Donc c'est un budget en réalité qui concerne la gestion de stock, de caveaux. Donc ce sont les coûts de gestion de stock que vous retrouvez. La plupart des gros investissements d'ailleurs qui sont faits au cimetière sont faits sur le budget de la commune. Alors s'il y a des gros travaux à faire, c'est le budget communal qui prend le relais. Donc on verra tout à l'heure que le budget 2021 des pompes funèbres n'est pas beaucoup plus animé que le compte administratif. Donc vous retrouvez dans le compte du trésorier le compte de gestion, c'est le dernier document, dans le document en pages 26 et 27, vous trouvez ces mêmes sommes avec le déficit de 3 581,92 euros en fonctionnement et l'excédent que je viens de vous
donné en investissement, qui va lui, de toute façon, aller automatiquement en investissement. Alors, nous allons passer au vote concernant les comptes administratifs, puis les comptes de gestion, puis sur le vote du résultat pour les deux budgets. Donc, pour le compte administratif de la commune, est-ce qu'il y a, avant de passer au vote, on est bien d'accord que ce sont les comptes arrêtés au 31 décembre 2020. On les constate. Donc, s'il n'y a pas de question, qui est contre, qui est pour, qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, habituellement, le président de séance sort pour le vote, mais je n'étais pas maire au 31 décembre 2020, donc il n'y a pas lieu que je sorte. En ce qui concerne l'approbation des comptes, alors ça c'était pour le compte administratif de la commune, pour le compte de gestion du même budget communal, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. On passe au compte administratif 2020 du service des pompes funèbres, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et enfin, le compte de gestion du service, du budget, enfin le compte de gestion du service des pompes funèbres, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. On va passer à l'affectation des résultats. Donc la délibération numéro 7, l'affectation du résultat de fonctionnement de la commune, qui on l'a vu est excédentaire, à hauteur de 1 991 612,81 €. Je vous propose donc de faire un virement à la section d'investissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et enfin, l'affectation du résultat déficitaire, lui, concernant le fonctionnement du service des pompes funèbres, 3 581,92 € que nous affecterons au fonctionnement du budget pompes funèbres 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors nous allons arriver au cœur de ce conseil municipal, avec deux délibérations qui sont intimement liées. Nous avons la délibération numéro 9, la fixation des taux communaux de taxes foncières pour 2021, et la délibération numéro 10, qui est donc le vote du budget de la commune. Puis nous ferons évidemment le budget des pompes funèbres également. Je vais donc vous proposer de commencer par le budget, pour ensuite faire un arrêt assez long sur le passage de la taxe foncière, lorsque nous serons en recette de fonctionnement évidemment. Alors ce budget est conséquent pour une commune de 9 500 habitants. Vous constatez qu'en fonctionnement, on équilibre à 10 483 062 €, alors qu'en investissement, nous sommes à 12 152 355 € et 58 centimes. Voilà, soit plus de 22 500 000 au total. Nous avons fait évidemment le maximum pour nous montrer raisonnables en fonctionnement, collés aux besoins essentiels de la population. Et en investissement, nous avons fait le maximum cette fois-ci pour être fidèles au programme que nous avons proposé au Phare-les-Doigts. Nous verrons dans le détail des opérations d'équipement en investissement qu'il y a plusieurs points qui vont avancer cette année. Je remercie tous les services de la commune qui ont contribué à la bonne tenue de ce travail, puisqu'évidemment, avant de faire un budget général, eh bien, on consulte chaque service
et on demande de faire un prévisionnel sur l'ensemble des chapitres que l'on va décliner à présent. Alors vous avez dans votre rapport de présentation ce tableau qui présente les dépenses de fonctionnement service par service, donc le chapitre 11 en premier que l'on voit en haut. Ce chapitre 11 se monte pour notre prévisionnel à 1 999 616 €. Vous trouvez le même détail. Alors, sur le rapport de présentation, vous l'avez service par service. Et sur le document comptable qu'on vous a mis, en page 15, vous avez le détail à tout service confondu. Donc, vous pouvez vous appuyer sur les deux documents. C'est le gros pavé budget communal. Voilà, que vous trouverez sous la forme de la M14, qui est la nomenclature réglementaire. Donc en page 15, vous aurez les dépenses de fonctionnement qui vont apparaître. Je ferai un petit commentaire sur le pavé que vous avez reçu au moment où on parlera des dépenses d'investissement. Alors, ce qui est intéressant sur le document que vous avez dans le rapport de présentation, c'est de faire un comparatif avec les dépenses réalisées en 2019, qui est la dernière année, entre parenthèses, normale, que nous avons vécue, puisque l'année 2020 était tronquée, on le dit souvent. Donc nous avons fait ces prévisions en essayant de respecter une progression raisonnable entre les dépenses de 2019 et le budget de 2021. Comme il y avait 2 années, ça équivaut en général à 3% d'augmentation sur 2 ans. On va voir qu'il y a un chapitre qui déborde de ces dépenses. On va tenter de comprendre pourquoi. Et puis évidemment, je laisserai la parole aux commentaires ou aux questions à la fin de cette présentation par section. Donc ces dépenses de fonctionnement au niveau du chapitre numéro 11, qui sont les dépenses à caractère général, il y a une augmentation sur 2 ans de 7,69%. Donc on est au-delà de la marge d'augmentation que nous avions fixée traditionnellement depuis plusieurs années. Mais il y a évidemment des circonstances qui nous ont contraints à élargir et à avoir un niveau de tolérance un petit peu plus large. On va avoir 2 ouvertures de classe en septembre. Donc vous comprenez bien qu'en termes de dépenses, ça va contraindre la commune. Nous avons un policier municipal qui a été recruté l'an dernier à la place d'un ASVP, mais cette année, il faut payer son équipement, sa formation. Il y avait un retard en termes de poteaux à incendie. Là aussi, on ne peut pas se permettre, en termes de sécurité pour la population, d'étaler ces dépenses. Il faut les faire assez rapidement. Au centre technique municipal, qu'on voit souvent sous forme d'ateliers municipaux dans les documents, nous avons un gros vieillissement du parc automobile. Donc là, il était nécessaire de mettre un petit coup d'accélérateur, sans jeu de mots. Et nous avions eu aussi une avarie sur une benne d'espace vert qui s'est montée à plus de 11 000 € de réparation. On constate aussi, pour ce qui est anormal par rapport aux années précédentes, une augmentation du coût des fluides. Le coût de l'électricité, des carburants, de l'eau notamment, ont augmenté, soit en quantité, soit en prix unitaire, soit parfois les deux. Et puis nous avons aussi, et c'est sans doute le point le plus important dans ce chapitre 11, une hausse du coût des prestataires. Les prestataires, ce sont les entreprises extérieures, parfois les associations, auxquelles on fait appel pour suppléer le personnel communal. Donc on en trouve pour l'entretien, le nettoyage, pour le traçage, le nettoyage des voiries, des bâtiments, l'avocat, l'éclairage, l'entretien de l'éclairage, l'entretien de l'informatique aussi. Il est évident que lorsqu'on fait des efforts sur le chapitre 12 en frais de personnel, qu'on ne remplace pas tous les départs à la retraite, eh bien à un moment donné, on est obligé de compenser par cet appel au chapitre 11 et aux prestataires. Donc c'est la raison essentielle de l'augmentation
supérieure à nos prévisions dans ce chapitre. Dans le chapitre 11 comme dans le chapitre 12, en dessous, le chapitre 12 sont les dépenses de personnel, vous allez constater des différences importantes d'une ligne à l'autre, de service à service. Ça n'a pas toujours une signification importante dans la mesure où il y a eu des transferts de personnel. Je vais vous en donner quelques exemples dans le chapitre 12. Ce qu'il faut analyser surtout, évidemment, c'est le coût total final du chapitre. Donc voilà pour le chapitre 11, qui se monte donc à près de 2 millions d'euros. On va passer au chapitre 12, qui, lui, dépasse les 5 millions d'euros, 5 62 928 euros, soit 2,68% d'augmentation par rapport à 2019. Donc là, par contre, on est dans le cadre d'une augmentation tout à fait acceptable. D'autant que dans cette augmentation, nous devons assumer des obligations légales comme la prime de précarité qui vient d'apparaître par rapport à 2019, qui consiste à verser une indemnité à tous les contractuels qui ne sont pas conservés. Ça existait avant dans le domaine privé, ça a été aujourd'hui appliqué dans le domaine public, sauf pour les contrats saisonniers. C'est une somme importante qui représente à elle seule 0,4% d'augmentation. Nous avons le glissement vieillesse technicité qui lui aussi chaque année vient gréver ce chapitre-là. Et puis il y a évidemment des choix de recrutement qui sont faits et qui doivent tenir compte de cette politique de maîtrise des coûts. Alors je vous parlais des irrégularités ligne par ligne, je vous les explique. Il y a par exemple les agents d'entretien qui viennent alléger le budget des écoles dans le chapitre 12, puisque les agents d'entretien sont transférés aux ateliers municipaux budgétairement. Il y a aussi notre informaticienne qui est passée, elle, à l'inverse des ateliers municipaux à l'administration générale. Les festivités, vous voyez qu'il y a 0 de frais de personnel en festivités. Ce n'est pas que nous faisons appel à des bénévoles, c'est juste qu'ils sont rattachés à partir de cette année à l'administration générale. Nous avons un agent qui est passé des écoles vers l'administration générale puisqu'elle est rattachée au service environnement. Donc vous voyez, cela explique les irrégularités ligne par ligne, mais au total, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a une progression qui est standard de 2,68% malgré les obligations légales que je viens de vous citer. Quelques mauvaises surprises aussi qui nous sont arrivées, notamment des indemnités chômage à payer. Voilà pour le chapitre 12. Il y a eu des titularisations qui, elles aussi, génèrent une augmentation. Hein. Un titulaire coûte plus cher que lorsqu'il était contractuel, c'est une évidence, avec une titularisation à la communication et 2 titularisations en festivité. C'est une bonne nouvelle à la fois pour eux et pour la commune. Et donc, nous avons une augmentation globale de ces 2 chapitres qui revient dans une proportion qui est quand même beaucoup plus lisible et acceptable, qui est de l'ordre de 3,4%. Si vous assimilez le chapitre 11 et le chapitre 12 en fonctionnement, on augmente en 2 ans de 3,4%, dont 0,3% qui sont dus à eux seuls à la prime de précarité. Donc vous voyez qu'on est voisin des 3% pour 2 ans de fonctionnement en chapitre 11 et chapitre 12, une augmentation qui me semble, au vu du contexte, très acceptable. Chapitre par chapitre, on peut s'en étonner. Sur le global, ça me semble tout à fait cohérent. On en discutera un peu plus tard. En dessous, vous trouvez au chapitre 0,14, l'atténuation des produits. L'atténuation des produits, ça c'est le fait que nous soyons considérés comme une commune plutôt aisée, puisque cette somme de 176 435 € est constituée de 172 000 € de FPIC, le fonds de péréquation intercommunale et communale. C'est un principe de redistribution de l'argent des collectivités, celles qui sont le plus favorisées au regard des critères de Bercy, reversent dans la cagnotte pour celles qui sont le moins favorisées, qui, elles, trouvent cette même somme en recettes.
Et nous avons un petit résidu de pénalité SRU de un petit peu plus de 4 000 € qui est dû au fait que nous avons versé une subvention il y a 2 ans qui ne couvrait pas entièrement la pénalité SRU de 174 000 €, mais qui a permis quand même de nous dégréver à 95 %. Le principe, c'est de verser de l'argent à un prestataire, un bailleur social, pour récupérer des attributions de logement sur le contingent communal. On avance effectivement l'argent 2 ans avant. Par contre, on le récupère en ne payant pas la pénalité SRU 2 ans après. On a une plus-value puisqu'on maîtrise davantage d'attributions, même si ce n'est pas un nombre faramineux non plus. Et on a un petit peu plus d'exigence sur la qualité des ouvrages. Cela permet d'être un interlocuteur un petit peu plus vigilant. Voilà. Si nous ne versons pas cette somme, de toute façon, on la paiera 2 ans plus tard. Voilà pour le 014. Pour le chapitre 65, ce sont les dépenses de gestion courante. Alors là, vous constatez une baisse, puisque nous avons budgétisé cette année 732 767 €, alors que nous avons dépensé en 2019 788 913 € et 53 centimes. Ça s'explique principalement par la baisse des subventions faites aux associations par rapport à 2019, pas par rapport à 2020. Vous savez que l'an dernier, en raison de la Covid, nos adjoints ont fait un travail auprès des associations pour étudier le réel des budgets associatifs et attribuer les subventions non pas de façon forfaitaire, comme sur des années tout à fait habituelles, mais au réel, en fonction des manifestations qui étaient concrètement menées. Cette année, c'est le même principe, puisqu'on a attaqué par 4 mois neutralisés pour les associations. On ne sait pas combien de mois seront libérés, on l'espère le plus possible. Donc là encore, Virginie, Alexis, Magali ont fait ce travail d'enquête auprès des associations et ont déterminé, vous le voyez sur le chapitre des festivités, alors sur la ligne des festivités, dans le chapitre 65, ils attribuent 75 795 € de subventions aux associations. Et on a aussi provisionné 20 000 € qui vont être transférés un peu plus bas dans les dépenses imprévues et qui s'incluent dans les 80 000 € que l'on voit apparaître dans cette ligne. Et je vais donner la parole à Sandrine pour le détail de ces subventions. Et ensuite, on reviendra sur le reste des dépenses du 65. Bonsoir à tout le monde. Donc, je ne pense pas que le tableau est joint à ce conseil municipal. Ce sera le prochain des subventions, du moins des montants. Ce sera pour le prochain conseil municipal, le tableau tout détaillé. Vous l'avez dedans? Donc, en fait, le tableau de subventions. Donc, en fait, on a un total donc, de 75 795 €. Donc, ce qui correspond à peu près, bon, on a fait le même travail que l'année dernière. Donc, avec Alexis et Magali, on a téléphoné aux associations qui, une fois de plus, se sont montrées solidaires. Et donc, on a repris à peu près les mêmes sommes. Il y en a qui m'ont moins demandé. Il y en a que, si vous voyez le tableau, c'est un petit peu augmenté. Mais si vous avez des questions, je pourrais vous expliquer pourquoi cette augmentation. C'est simplement parce qu'il y a des projets supplémentaires qui ont été demandés et qui seront faits. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces subventions, au tableau que vous avez joint en annexe. La provision de 20 000 €, c'est pour les manifestations qui sont encore incertaines. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ne pas les faire, mais elles sont pour le moins reportées ou mises entre parenthèses. Ça peut être par exemple des manifestations du comité des fêtes, ça peut être la Fort Bio. Voilà, on espère que même si la date initiale a été déplacée, que nous pourrons même faire ces manifestations. Donc nous avons prévu de quoi subventionner les associations si ça avait lieu. Nous ne sommes pas maîtres de cette décision. S'il n'y a pas de questions.
Je peux peut-être vous expliquer certains détails au niveau de, par exemple, les échecs. Donc, on avait donné 4 000 €, là, ils ont demandé 5 000 €, tout simplement parce qu'il avait été convenu que cette association avait une subvention du Crédit Agricole. Donc, du coup, on a mis la différence, un delta qui correspond à peu près de 400 € pour participer donc, à ces tables qui vont être mises en place par le service donc, du CTM devant la médiathèque du côté droit quand vous êtes face à la médiathèque. Et ensuite, l'activité a été beaucoup plus maintenue que l'année dernière. Voilà. Ensuite, vous avez par exemple Société nationale des médaillés militaires. On est passé de 150 à 500 €, tout simplement parce qu'il y a un 50e anniversaire. Donc, c'est vraiment exceptionnel, puisqu'il y aura un 50e anniversaire qui aura lieu le 27 février 2022. Au niveau des anciens combattants de l'UFAC, donc de 600, on est passé à 700, mais simplement parce qu'il y a un gros travail de collaboration avec le collège, qui, avec notre ami Romain, très connu, participe au collège sur le thème de l'Alsace et la Lorraine. Donc, c'est vraiment lié à des projets qui sont concrétisés. Sandrine, 2 secondes. Pour ceux qui ont du mal à trouver, c'est dans la page, dans le document du budget primitif, la page 177. Vous suivrez mieux avec le tableau sous les yeux. 177. C'est bon, vous l'avez? C'est bon, Sandrine, tu peux y aller. Ensuite, on a une petite augmentation aussi de 1 750 à 2 300 € pour le CCF, cyclotourisme, tout simplement parce qu'il y a un projet qui va être mené sur le vélo pour tous tandem des non-voyants. Voilà. Et il y a une subvention donc, nouvelle de notre nouvelle association Coudon Concert Band qui va être donc notre musique en fait, qu'on a pu voir déjà l'année dernière lors de nos manifestations d'été. Donc effectivement, on leur a donné que 2 000 € parce qu'ils vont faire que la moitié à peu près de l'année, on a compté à partir du mois de juin. Voilà. Donc ensuite, au niveau des écoles, pour le moment, donc je me suis rapprochée d'Anne-Laure et d'Aline. Bon, c'est vrai que les écoles n'ont rien demandé. On pense sûrement pas qu'au mois de juin il y aurait quelque chose, mais on a quand même gardé en dépenses non prévues, comme vous a dit Monsieur le maire, de 8 400 € de côté, au cas où. Voilà, sinon, après, tous les autres montants sont reconduits pratiquement à la même hauteur. Et si ça a diminué, c'est que les associations n'ont pas voulu autant. Il y a une petite augmentation de l'UROC aussi de 100 €, de 900 à 1 000 €, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus eu d'aide concernant la période qu'on traverse très difficile. Voilà, donc tout est justifié. Merci Sandrine, on votera les subventions tout à l'heure aussi, au moment du vote du budget. Donc nous étions dans le chapitre 65, on s'est arrêté sur la somme de 75 795 € des festivités. On va reprendre ligne par ligne. Donc vous voyez une grosse somme de 629 692 € dans le tableau du rapport de présentation, là, qui concerne donc l'administration générale. Alors là, vous y trouvez la subvention au CCAS. Sandrine parlait d'augmentation du coût social. Eh bien, effectivement, la subvention du CCAS, si on neutralise la subvention de la crèche, augmente de plus de 30 000 €. La subvention de la crèche apparaît dans le budget communal et était jusqu'ici dans le budget du CCAS pour 100 000 €. On a prévu une subvention pour un bailleur social dans la même lignée que je vous ai tout à l'heure annoncée, c'est-à-dire une stratégie pour s'exonérer de la pénalité SRU. Il y a le virement à la caisse des écoles pour 15 000 €. Il y a les indemnités des élus, une enveloppe globale qui n'a pas bougé non plus par rapport à l'année N-1. Vous trouvez ensuite, au niveau des écoles, 15 000 €, ce sont les frais de participation de la commune pour les enfants scolarisés dans les autres communes, que ce soit dans le privé ou dans le public. La somme de 7 900 € du restaurant scolaire sont des frais de gestion du CIVAD, qui est le syndicat intercommunal des achats alimentaires. Et une petite somme au niveau de la ligne ateliers municipaux. Ce sont des intérêts de prêt qui avaient été contractés pour un réseau auprès du CIMIELEC, qui est le syndicat de l'électricité.
Voilà pour ce chapitre 65, qui baisse donc en raison principalement de la baisse des subventions aux associations, mais qui est tout de même compensé en partie par l'augmentation du virement au CCAS. Ensuite, le chapitre 66, vous voyez, charges financières, ce sont les intérêts de nos emprunts principaux. Donc vous constatez qu'ils baissent régulièrement. Évidemment, plus un emprunt avance, plus on a payé de part d'intérêt et plus les intérêts restants diminuent. Il y a un emprunt qui se finira en 2022, dernière annuité 2022, c'est l'emprunt qui avait été fait en 2007 pour payer la médiathèque et l'aire de gens du voyage. Et il y a l'emprunt sur le stade qui, lui, se finira en 2029. Ensuite, nous avons les charges exceptionnelles. En général, sont des trop perçus auprès des particuliers, trop perçus fiscaux. Donc, ce sont des remboursements qui sont à faire chaque année. 21 748 €. Les dépenses imprévues, chapitre 022, donc qui sont faites des 60 000 € habituels pour permettre au service de fonctionner, plus les 20 000 € provisionnés pour les subventions, comme on l'a vu. Et enfin, nous avons au 042 une opération d'ordre avec les amortissements pour 923 000 €. Et la somme, évidemment, capitale de ces dépenses de fonctionnement, c'est le virement à l'investissement qui se monte à 1 443 110 €. Voilà. C'est ce que la commune dégage de son fonctionnement pour l'affecter à l'investissement. C'est un signe de bonne santé, 1 443 000. On va voir de quelle façon on y arrive en recettes notamment. On a vu de quelle façon on y est arrivé en dépenses, mais évidemment, on va voir de quelle façon aussi nous allons y arriver en recettes. Donc le total des dépenses, 10 483 062 € pour le fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions sur ce fonctionnement? Je vous écoute, monsieur Jean Solin. C'est 44% de l'augmentation de la ressource fiscale dont on a discuté tout à l'heure. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter la ressource fiscale, mais je voudrais simplement mettre en regard l'augmentation du chapitre 11 face à la ressource fiscale prévue. Et donc, si on augmentait 2 ans de suite le chapitre 11 du montant là, c'est-à-dire 240 000 €, en 2 années, on consommerait la totalité de ce que cette nouvelle ressource fiscale va nous amener. Donc, j'attire simplement l'attention de tout le monde sur le fait que on va parler de l'augmentation des impôts. Cette augmentation des impôts, elle est, je pense, prévue pour soutenir l'investissement et le crédit qui est évidemment destiné à l'investissement. Ce serait assez embêtant qu'elle soit consommée par l'augmentation du fonctionnement. Je note cependant que pour cette année, il y a une contrainte forte appuyée sur le chapitre 12, c'est-à-dire sur le personnel, et que donc effectivement, au global, on n'a que 2,6% d'augmentation du fonctionnement sur le chapitre 11 et sur le chapitre 12, ce qui correspond à une augmentation normale du fonctionnement. Donc on peut accepter, enfin de mon point de vue bien sûr, on peut accepter ce budget de fonctionnement à la condition qu'on soit en mesure de ne pas répéter l'augmentation sur le chapitre 11 dans les proportions où il est aujourd'hui et qu'on puisse constater ensemble ou se dire ensemble que l'augmentation que l'on fait cette année sur le chapitre 11 est conjoncturelle. Sinon, on se retrouverait dans 5 ans
avec des capacités d'autofinancement extrêmement réduites, ou moins trop réduites pour la commune. Bon, ça c'est une remarque en fait. Et puis j'ai une question. Dans le budget tel que je le lis, je ne vois pas d'imprévu. Alors jusqu'à présent, il y avait toujours une ligne imprévue sur le fonctionnement et le 11 et le 12. Alors est-ce que j'ai mal vu ou est-ce qu'on a supprimé l'imprévu? Voilà. Alors, on a effectivement des dépenses imprévues de l'ordre de 80 000 euros tout en bas de la feuille, hein, chapitre 022, pour l'ensemble de la section fonctionnement. Donc ça, c'est pour répondre donc je retire ma remarque. À votre question. Alors, concernant la remarque sur l'augmentation, vous avez vous-même répondu, puisque j'ai abordé dans l'exposé la globalisation des dépenses chapitre 11, chapitre 12, qui effectivement sont de l'ordre de 3%. Et lorsque vous dites qu'il ne faut pas réitérer cette augmentation chaque année, je vous dis juste que là, c'est sur 2 ans, hein, l'augmentation que nous avons faite, pas sur une seule année. C'est entre 2019 et 2021 que cette augmentation est constatée. Donc il y a 2 années qui sont écoulées, pas une seule. Donc ça ne serait pas de toute façon chaque année. Même si on conservait ce rythme-là, ce serait tous les 2 ans que nous aurions cette augmentation. Donc je reviens, hein, sur les éléments conjoncturels. Nous avons 2 ouvertures de classes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire dans la vie d'une commune. C'est même quelque chose qu'une commune ne décide pas d'ailleurs. Donc cette année, nous allons en septembre ouvrir 2 classes, dont une qu'il faut construire d'ailleurs. On le verra en investissement, mais il va aussi falloir la faire fonctionner avec une ATSEM, avec du nettoyage supplémentaire, avec du chauffage supplémentaire. Donc le fonctionnement dans sa globalité, si on n'isole pas chapitre par chapitre, on peut arriver à avoir un raisonnement et se tenir à une augmentation raisonnable. C'est le cas, hein, vous l'avez vous-même reconnu, avec 3% d'augmentation globale sur 2 ans, c'est-à-dire 1,4, 1,5 par an. Par contre, si on isole chapitre par chapitre, on peut effectivement s'attarder sur des anomalies, et c'est le jeu d'ailleurs de la présentation du budget, essayer de trouver la raison de ces anomalies. Donc je vous en ai donné quelques-unes. Monsieur Jean Solin, vous l'avez confirmé dans vos propos. Bon, si on globalise le 11 et le 12, il n'y a rien d'exceptionnel cette année, pour la bonne et simple raison que le chapitre 12 fait 2,5 fois le chapitre 11 en volume, et que donc, en étant stable, il amortit largement la hausse du chapitre 11. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le fonctionnement ? En dépenses, je veux dire. On va donc passer aux recettes. Alors, les recettes, c'est ce tableau qui fait la moitié de la page, là, hein, qui est derrière les dépenses. Vous l'avez, vous le tenez. Donc la première ligne, le 0,13, ce sont les atténuations de charges. Alors là, ce sont les assurances qui nous reversent une somme pour du personnel en longue maladie. Nous avons une assurance. Nous avions fait le choix politiquement, il y a quelques années, de prendre des assurances pour les congés longue maladie ou les maladies longue durée. Et effectivement, nous avons 3 personnels qui sont dans cette situation. Donc nous avons une somme de 98 540 €, bien supérieure à celle de 2019, avec 32 355 €. Ça concerne 3 personnels au lieu d'1, donc en 2019. Je rappelle que nous ne sommes pas assurés en revanche pour les congés de courte durée, ni pour les congés classiques, maternité, etc., etc. La deuxième ligne, ce sont les recettes de régie des produits et des services. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, les recettes du restaurant scolaire, de l'accueil de loisirs, médiathèque, école municipale des sports. 585 951 €. Là, c'est une année qui se place au milieu de 2019 et 2020, parce que nous avons subi moins de fermetures, et je l'espère que ça sera toujours le cas à la fin de l'année, que 2020, et nous avons tout de même subi une fermeture qui nous place en deçà de 2019. Donc vous voyez que ces recettes baissent par rapport à 2019, mais augmentent par rapport à 2020. Donc là, raison essentielle, période de confinement et de fermeture de nos structures. Et puis nous passons à la ligne sur laquelle nous allons passer un certain moment, puisqu'il s'agit des contributions directes.
Ces contributions directes comprennent le foncier bâti, le foncier non bâti et la taxe d'habitation résiduelle. Donc le foncier non bâti, ce sont les terrains agricoles et les terrains aussi sur les propriétés tout court. Et la taxe d'habitation résiduelle, eh bien, ce sont tous les particuliers qui ne sont pas encore exonérés à 100% de la taxe d'habitation, puisque seuls 80% des Français, des contribuables jusqu'à présent ont été exonérés à 100%. Cette année, les 20% restants sont exonérés à 33%. Et cette taxe s'éteindra d'ailleurs dans 2 ans. Et il y a aussi un résidu de taxe d'habitation qui, lui, persistera sur les résidences secondaires. Jusqu'à présent, le gouvernement a maintenu la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il n'y aura pas de dégrèvement. Ce n'est pas prévu. Et donc, nous avons la taxe qui représente le plus gros volume pour les communes et qui représente surtout le dernier levier, puisque la taxe d'habitation est à présent gelée. Elle est gelée à un taux très bas. La Farled était une très bonne élève en ce qui concerne la taxe d'habitation, trop bonne élève, je dirais même. Si les taux avaient été plus élevés, nous serions aujourd'hui gelés à un niveau évidemment beaucoup plus satisfaisant. Donc nous payons et nous allons payer durablement cette faible taxe d'habitation, puisque nous n'en récupérerons pas plus, on va le voir, avec le foncier bâti départemental. Donc je vais maintenant m'appesantir sur le foncier bâti. Je vous le disais, c'est une taxe, c'est la taxe la plus volumineuse pour la commune. Elle concerne les propriétaires, et uniquement les propriétaires, qu'ils soient habitants ou qu'ils soient bailleurs. Et c'est une année qui est un peu particulière, parce que c'est une année où il y a une fusion de la partie communale et de la partie départementale. Cette fusion est due à la compensation de la taxe d'habitation. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'elle était gelée, mais elle est tout de même compensée, elle ne nous est pas supprimée. Et c'est le transfert de la part départementale qui va nous la compenser. La part départementale, c'est 15,49% le taux, alors que la part communale était jusqu'à présent de 17,70%. Soit un total, puisqu'on va parler maintenant avec ce taux-là, de 32,19% de part globale de foncier. Nous avons un transfert de la part départementale qui est en réalité plus élevé que ne représentait la suppression de la taxe d'habitation. Et la mauvaise nouvelle, ce qu'on pourrait se dire, c'est très bien, pour une fois ça nous avantage. Non, pas du tout, on nous applique un coefficient correcteur de l'ordre de 0,88, 88%. On nous enlève 12% à cette somme, pour retomber exactement au centime d'euro près sur ce que percevait la commune en termes de taxe d'habitation il y a 2 ans. Alors, nous avons débattu le 22 mars en laissant entrevoir une augmentation de ce foncier bâti. Donc la première raison, c'est de justifier pour quelles raisons je vais vous proposer de l'augmenter. Nous avons la nécessité d'investir aujourd'hui, c'est dans notre programme. Ça fait partie des équipements essentiels d'une commune, ce que nous avons prévu, en particulier le groupe scolaire. Mais on peut parler également de la centralité, qui est fait pour redynamiser le centre-ville, de la salle des fêtes, qui est faite pour faire vivre les associations qui sont le cœur battant de la commune. Ces équipements ne sont pas des équipements de luxe, ce sont des équipements traditionnels dans une commune, et nous sommes en plus dans l'urgence de les faire, puisqu'ils sont en mauvais état. L'école Jean Solin est en mauvais état, la salle des fêtes également. Ça va augmenter nos investissements dès cette année. On va voir qu'on a déjà des dépenses préparatoires sur ces chantiers qui se dessinent dès cette année. Mais ça augmentera à terme notre fonctionnement aussi. Donc lorsqu'on parle d'augmentation d'impôts, dans un premier temps, c'est une aide à l'investissement. Ça ne suffit pas. On est effectivement aux alentours de 350 000 €, on va voir tout à l'heure, d'augmentation de foncier bâti qui va être proposée. Ça ne suffira pas à payer tous ces investissements. Mais par contre, à terme, ça permettra d'équilibrer le fonctionnement, parce que le fonctionnement, comme on l'a vu tout à l'heure, augmente lorsque des infrastructures sont créées. Il faut les gérer.
Il faut les faire tourner, il faut du personnel, il faut des prestations, il faut payer des fluides. Donc, bien évidemment que ce fonctionnement sera aidé par la hausse du foncier bâti. C'est à l'horizon 2024 que le fonctionnement commencera vraiment à augmenter de façon plus significative, puisque c'est la date prévue de livraison du groupe scolaire. On avait estimé quand même l'impact du groupe scolaire à 5 emplois à temps plein supplémentaires, dû à l'augmentation des effectifs, mais au fait qu'il y a aussi un nouveau bâtiment. Il y aura probablement aussi dans les prévisions une augmentation des besoins du CCAS, puisque vous savez qu'on construit des logements sociaux par obligation légale, et que donc il y a des demandes qui augmentent chaque année avec l'augmentation de la population. On aura probablement aussi encore besoin de policiers municipaux, au moins un. Donc tout cela va augmenter le chapitre 12, et le chapitre 11 augmentera aussi, puisqu'il faudra payer les prestataires. Donc cette hausse d'impôt, voilà pourquoi nous la sollicitons. Donc c'est structurel, évidemment. La deuxième raison, elle est conjoncturelle. Nous sommes impactés par plusieurs points. Le premier, c'est que nous avons une dotation globale de fonctionnement qui est très faible. Alors j'écoutais l'autre fois le maire d'Olioul, M. Robert Beneventi, excellent maire, qui se plaignait que la dotation globale de sa commune, à Olioul, était tombée à 35 € par habitant. Et nous, elle est à 30. Donc il citait des communes qui allaient jusqu'à 140 € par habitant. Mais là encore, on est puni d'être considérés comme des bons gestionnaires. Alors je ne me mets pas dans le pot du bon gestionnaire. Je n'étais pas adjoint aux finances les années passées, je n'étais pas maire non plus. Mais le fait est que la morale de l'histoire n'est pas très morale, justement. Donc notre dotation baisse parce que pour Bercy, nous n'avons pas tellement besoin. Elle est conjoncturelle aussi, je vous ai parlé de la taxe d'habitation qui a été gelée à un seuil très bas. Donc là, nous n'avons plus ce levier-là, à un seuil qui ne permet pas de représenter les besoins réels de la population. Nous avons, comme tout à l'heure, je le disais, le fonds de péréquation intercommunale et communale et la pénalité SRU qui viennent nous gréver chaque année. Jusqu'à présent, le choix de la commune avait été d'être le plus vigilant possible pour ne pas payer cette pénalité SRU au-delà de la pénalité de base. Pénalité de base, c'est celle que nous payons parce que nous n'avons pas 25% de logements sociaux. Et ensuite, il y a les pénalités supplémentaires que vous payez si vous ne respectez pas les plans triennaux. Donc jusqu'à présent, les plans triennaux ont été respectés. Et cette pénalité SRU a été maintenue à son niveau le plus bas, qui est tout de même de 174 000 € par an. Et puis, il y a aussi un constat qui est fait, c'est que nous avons un taux global quand même d'impôt foncier qui est bas. Pour une commune qui arrive à 10 000 habitants, nous sommes à 33,19% si l'on ajoute la part communale et la part départementale. Il y a des communes où on est au-dessus de ça, rien qu'avec la part communale. Donc nous étions à 17,7 en part communale, et donc la part départementale, qui est la même pour toutes les communes du Var, à 15,49, ce qui fait un total de 33,19 jusqu'à présent. C'est largement en dessous des moyennes de la strate, des communes de la strate de 5 à 10 000. C'est encore plus en dessous des communes de la strate supérieure dans laquelle nous allons arriver. Et si l'on se compare avec les communes du secteur, que je ne vais pas nommer par respect pour les maires, qui la plupart du temps d'ailleurs n'y sont pour rien et font de leur mieux pour gérer les finances de la commune, on est parfois à 12 ou 13 points en dessous de la part communale de communes qui sont très proches en caractéristiques et géographiquement. Et la plupart du temps, on est entre 7 et 10 points en dessous. Donc je serais tenté de vous dire que dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit on ne fait pas ce que la population réclame partout, c'est-à-dire les besoins d'une population réelle, que ce soit dans le domaine éducatif, social, associatif, le maintien en état des routes,
le recrutement de personnel nécessaire au bon fonctionnement des services, soit on ne fait plus ça, et on a une mairie qui vivote, et on maintient donc des impôts très bas, soit on prend conscience qu'il faut tout de même activer ce levier pour pouvoir aller chercher des prestations supérieures, c'est-à-dire les prestations d'une commune de 10 000 habitants, avec une population qui aujourd'hui est aussi exigeante d'une commune à l'autre. On n'est pas isolé, hein, on vit dans un monde connecté, tout le monde sait ce qui se passe dans les autres communes, les gens veulent avoir les mêmes services qu'ailleurs. Donc il est bien évident qu'on n'est pas des magiciens, on ne peut pas faire aussi bien ou mieux qu'ailleurs avec moins. Cette augmentation, on va la proposer de l'ordre de 2,8 points. Donc pour faire passer ce taux de 33,19% à 35,99%, toujours en dessous de la moyenne de la strate et toujours largement en dessous des communes du secteur. Cela, comme je vous l'ai expliqué, correspondra à terme à nos besoins en fonctionnement. C'est la simulation que nous faisons sur les années 2024-2025. Donc là, M. Jean Solin, ce n'est pas sur un an, mais c'est sur 5 années à peu près que nous allons probablement rejoindre ce montant-là en fonctionnement, pour les raisons que je vous ai énoncées sur les équipements que nous allons mettre en œuvre. D'ici là, comme le fonctionnement ne sera pas d'emblée à ce niveau-là, ça sera une aide à l'investissement, hein, puisqu'on fait des virements de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Alors, j'ai demandé à ce qu'on vous mette sous les yeux, c'est le petit document complémentaire qu'on vous a distribué recto verso, là, pour qu'on comprenne un petit peu mieux le fonctionnement de l'impôt foncier et de la feuille d'impôt foncier. Alors, soit que vous recevez par courrier, mais la plupart du temps maintenant, vous l'avez directement sur le site des impôts, pour que l'on voit ce que représente une part communale, pour que l'on voit l'impact de cette hausse, pour que l'on voit aussi que la commune est loin d'être la seule à profiter de la somme perçue chez le contribuable. Donc vous aviez jusqu'à présent, vous le voyez sur les cases en haut, la part communale à 17,70%. Alors vous prenez l'exemple de l'appartement, on a pris 2 exemples représentatifs à la Farled. Un appartement de T4 dans l'ancien. Donc vous voyez, 17,70%, ça représente avec des bases de 1400, ça représente une cotisation, une part communale de 248 €. Le total de l'impôt se montait à 672 €, et encore, il n'y a pas les frais de fiscalité locale qui apparaissent à ce niveau-là de la feuille, ce qui veut dire en gros que vous êtes à peine plus d'un tiers de la totalité de l'impôt perçu. La part communale, c'est 40% de la totalité de l'impôt foncier que vous payez. Vous avez à côté les sommes complémentaires qui vous amènent à ce total, donc syndicat des communes, c'est assez dérisoire. Intercommunalité, vous voyez 3% de taux, ça fait 42 €. Le département, donc 15,49 qui représentait 217 €. Et puis vous avez la taxe d'ordures ménagères, on va en reparler aussi puisqu'elle va augmenter, mais là ce n'est pas la commune, c'est la communauté de communes. Donc on va se concentrer sur l'augmentation, sur l'impact sur une feuille d'impôt de l'augmentation que l'on propose de 2,8 points. Donc si l'on regroupe la part communale et la part départementale, le contribuable qui était propriétaire de cet appartement-là payait 465 € au total, communal plus départemental. Après notre augmentation, il va payer 504 €. Donc il va payer 39 € de plus par an, c'est-à-dire 3,30 € par mois. Ça, c'est l'impact sur un appartement de T4 dans l'ancien. Il y a moins cher, hein, il y a aussi des T2 dans l'ancien, il y a aussi des studios parfois. Il y a évidemment beaucoup plus cher, hein, puisque j'ai pris un autre exemple au verso, une version maison T6 avec piscine. Donc là, l'impôt foncier total, 2435 €, vous le voyez. Et la part communale ne représentait que 899 € à gauche. Et la part départementale, 787. Donc vous voyez que si l'on fait le total, ce contribuable payait en 2020 1686 €, au taux donc de 33,19%. En 2021, il paiera 1829 € au nouveau taux de 35,99 €, soit un écart de 143 €, c'est-à-dire environ 11,99 €, 12 €, 12 x 12, 144. 12 € par mois supplémentaires pour la commune.
Donc vous avez vu, pour un appartement T4 dans l'ancien, 3,50 €. Pour une maison T6 avec piscine, 12 € par mois supplémentaires. Voilà ce que ça représente sur la feuille du contribuable. Pour être totalement transparent avec vous, il y aura une augmentation de taxes ordures ménagères qui n'est pas le fait de la commune, qui est le fait de la communauté de communes, puisqu'on va passer d'un taux de 11,5% à un taux de 13%. Eh bien là encore, hein, la CCVG a le même raisonnement que la commune. La CCVG ouvre une nouvelle structure, mais il a fallu la financer et il faudra la faire fonctionner. Donc là aussi, il y a une augmentation des coûts de fonctionnement de la communauté de communes. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une déchetterie qui s'est implantée sur la Farlède et qui va ouvrir d'une semaine à l'autre. On a voté le règlement il n'y a pas si longtemps que ça en communauté de communes. Et donc, ce point demi, eh bien, vous voyez, impacte la feuille d'impôt aussi du contribuable. Alors, si vous prenez l'appartement T4 dans l'ancien Haut-Fournier, il payait jusqu'à présent 161 € de taxes d'ordures ménagères. Donc là, il va payer avec 1,5 point de plus, environ 11% de plus. Donc ça fera à peu près 18 € de plus de taxes ordures ménagères, soit 1,50 € de plus d'ordures ménagères. La proportion est la même pour la taxe ordures ménagères sur la maison de T6 avec piscine. Donc 1,5 point de taxes supplémentaires. Il payait 584 € ce contribuable de taxes ordures ménagères. Et il va payer environ 70 € de plus, c'est-à-dire 5,50 € à peu près par mois de taxes ordures ménagères supplémentaires. C'est pour payer le fonctionnement d'une deuxième déchetterie sur le canton. Voilà, c'était pour essayer d'avoir une vision claire de l'impact pour le contribuable en toute transparence. J'espère que vous visualisez de la façon la plus facile et la plus aisée cette augmentation. C'est jamais une bonne nouvelle, hein. Moi je ne suis pas fier d'annoncer une augmentation d'impôts. C'est pour ça que je l'argumente longuement, c'est pour ça que je l'illustre par des exemples concrets. Alors je m'excuse, hein, il y a peut-être des cas de figure là qui ne se retrouvent pas. J'ai pris 2 cas sur la Farlède, hein. Il y a aussi des appartements plus petits, il y a aussi des villas encore plus grosses, hein. J'ai pris 2 cas qui se retrouvent sur la Farlède. Voilà pour cette partie augmentation des dépôts, y compris celle de la CCVG qui a été votée au conseil communautaire et qui ne nous concerne pas. Nous voterons ensuite pour compte cette augmentation d'impôts. Je vais continuer de dérouler les recettes de fonctionnement. Donc, toujours dans le chapitre 73, nous avons l'attribution de compensation. Cette attribution de compensation, c'est une somme versée par la communauté de communes, 3 432 291 € pour le transfert des bases fiscales de la zone d'activité qui avait été réalisée au moment de la création de cette EPI et qui en fait, nous rétribue dans la mesure où il y a un trop perçu par rapport au coût engendré par le transfert de cette compétence du développement économique. Donc c'est un des points forts en termes de recettes de la commune. Elle peut être impactée de temps à autre lorsqu'il y a un transfert de compétences. Donc ça a été le cas lorsqu'il y a une dépense supplémentaire qui est récoltée par la CCVG au lieu de la commune. La dernière fois qu'il y a eu, vous le voyez sur la page des recettes globales, la dernière fois qu'il y a eu une baisse, c'était il y a 2 ans, avec le coût du SDIS qui a augmenté et qui a fait baisser donc cette attribution de compensation de près de 400 000 €. Il pourrait y avoir, pour être aussi transparent avec vous, une nouvelle baisse de cette attribution de compensation en 2022, si nous tombons d'accord avec le président de la communauté de communes sur le transfert de notre complexe sportif. Le but étant pour nous de faire une opération blanche financièrement, c'est-à-dire que nous ne soyons pas plus débités sur notre attribution de compensation que ce que le complexe sportif nous coûte. Ça fera l'objet de décisions à la CLECT, hein, qui est l'instance
qui détermine ces coûts de transfert. La dernière ligne du 73, pour 806 800 €, ce sont des taxes diverses. Donc la taxe sur les enseignes, la TLPE, sur les publicités des enseignes. Les droits de mutation, qui sont issus des ventes immobilières. Et puis la taxe notamment sur les terrains qui sont passés constructibles. Donc pour un total de 806 800 €. Je continue de dérouler les recettes de fonctionnement. Donc en dotation, on constate une nouvelle baisse de dotation globale de fonctionnement. Alors la baisse dans l'absolu est tout de même marginale, 4 000 € de moins. On est à 388 000 €. Là, vous avez le total, 974 000 €. Mais la DGF, ça représente 388 000 € en 2021. Ça baisse de 4 000 €. Et si on ramène ça par habitant, ça baisse, puisque ça baisse encore plus, puisque notre population augmente. Donc si le chiffre dans l'absolu baisse, en proportion, il baisse d'autant plus. Voilà, pour le reste, ce sont aussi des rétributions de l'État diverses et variées. Le chapitre 75, ce sont les loyers que l'on perçoit sur nos propriétés foncières, maisons ou appartements, avec les locataires qui s'y trouvent. Et enfin, vous avez une opération d'ordre qui est intéressante dans le chapitre 42, 167 112 €, avec des amortissements de subventions pour 47 000 €, mais surtout 120 000 € de travaux en régie, voilà, qui sont valorisés sur la base du travail fait par notre personnel. Donc voilà pour le total de recettes de fonctionnement qui nous permet d'équilibrer avec les dépenses à hauteur de 10 483 062 €. Je vous écoute pour les remarques concernant ces recettes de fonctionnement, éventuellement les impôts. Merci. Je bois pas tout. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'amincissement. Voilà, vous avez ce tableau-là qui est en deux parties. Vous avez à droite les recettes, à gauche les dépenses. On va commencer par la partie haute qui concerne les opérations non affectées, donc qui ne sont pas sur une opération, sur un équipement. Vous pouvez retrouver ce détail toujours dans le même document comptable du budget primitif, à la page 22, si vous voulez suivre à la fois les deux documents. Alors, nous avons dans ces recettes donc le report de résultats excédentaires de l'investissement 2020 que nous avions constaté tout à l'heure, et nous n'avions pas besoin de le voter puisqu'il ne change pas de section, pour 4 998 771 €. Nous avons, ligne suivante, le fonds de compensation de la TVA sur les investissements de N-2, donc 2019, 389 588 €. On récupère quasiment l'intégralité de la TVA sur les investissements, 16,4%. À noter que dans les années à venir, en termes de trésorerie, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on pourra récupérer la FCTVA sur l'année en cours. La taxe d'aménagement, 220 000 €. L'excédent de fonctionnement qu'on a voté tout à l'heure, 1 991 612 €. Les fonds de concours, ce sont les fonds de concours de la communauté de communes. Il y en a un qui est un reste à réaliser qui a été versé pour l'année 2020 et l'autre que nous avons valorisé à la même hauteur puisque le président a confirmé que les fonds de concours seraient maintenus cette année à la communauté de communes. Donc les deux font 348 000 €, nous serviront notamment à l'acquisition de foncier. Nous avons en recette un emprunt. Alors ça, c'est pas courant. En réalité, c'est un remboursement d'emprunt puisque c'est la commune qui avait, on l'a vu tout à l'heure, payé l'aire d'accueil de gens du voyage en contractant un emprunt et que depuis, nous avons été rejoints dans cette gestion et cet investissement, puisque là c'est un investissement, par
Solespont, puis par la communauté de communes, qui nous rembourse donc une partie de cet emprunt, 116 082 euros. Elle-même se fait rembourser par Porte des Morts, d'ailleurs, une partie de cette somme, puisque Porte des Morts fait également partie du même bassin. Nous avons les amortissements 2021, 923 231 euros. Et puis donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le virement de la section de fonctionnement, qui est un chiffre intéressant pour une commune comme la nôtre, qui reflète un certain dynamisme. 1 443 110 euros. Je pense qu'effectivement, beaucoup de communes nous envieraient ce virement. Voilà, soit un total de recettes pour les opérations non affectées de 10 430 000 euros. En dépenses pour ces opérations non affectées, donc c'est la partie gauche, nous avons les amortissements des subventions, 47 112 euros. Nous avons nos dépenses évidemment d'emprunt, parce que si on nous en rembourse une partie, il faut quand même payer le reste. 305 571 euros pour les deux gros emprunts. Puis le petit emprunt du CIMELEC, 18 198 euros. Des frais concernant l'approbation et la modification du PLU, 38 704 euros. Et enfin, les travaux en régie, qui est une opération d'ordre qui apparaît donc ici en dépenses d'investissement, qui a été tout à l'heure en recettes de fonctionnement. Voilà pour les dépenses non affectées à hauteur de 589 565 euros. Donc les dépenses d'investissement, ils s'établissent au total, vous le voyez, à 12 152 355 euros. On vient de voir les dépenses des opérations non affectées, 589 585 euros. On va voir les opérations d'équipement pour 11 562 770 euros. Dans ma présentation, je vous les ai regroupés par thème pour essayer d'illustrer notre volonté de suivre le programme. Voilà. Alors nous avons, on commence par les gros morceaux, la centralité, 2 263 992 euros. Là, ça concerne les fouilles qui auront lieu au dernier trimestre, la démolition qui va avoir lieu entre le mois de mai et le mois de juin, et des études d'aménagement. On va voir tout à l'heure les recettes attenantes. Nous avons deuxième gros morceau, très gros morceau, les écoles. Donc les écoles, nous avons 900 000 euros. Alors en tout, c'est 3 814 881 euros, 882 euros. Nous avons 900 000 euros de prévisionnel pour l'achat de foncier au-dessus du boulodrome, de l'ancien boulodrome. Nous avons les travaux pour la classe Marie Curie. Là, ce n'est pas pour la nouvelle école, hein, c'est pour agrandir l'école Marie Curie, pour ouvrir une classe de maternelle au 1er septembre. Nous avons des études de performance et d'aménagement. Évidemment, nous allons commencer par cela. Et nous avons des provisions à minima de l'ordre de 1 750 000 euros. Des provisions pour payer la suite, évidemment, des travaux des écoles. Je diminue dans les proportions, je passe au secteur des serves et de la guibode, avec des dépenses d'équipement qui concernent voirie, réseau, là aussi qui vont avoir des recettes attenantes avec notamment le PUP. Nous avons 1 157 012 euros pour la guibode et 301 158 euros pour les serves. Donc c'est pour l'aménagement des quartiers qui sont sous l'avenue Charles de Gaulle. Nous avons une somme également consistante pour le secteur des Monniers, qui est un secteur en plein développement, mais qui tout de même possède un hameau assez vieillissant, et nous avons décidé de donner
un coup de pouce à ce hameau qui est en mal de stationnement depuis quelques années. Donc nous avons provisionné 650 000 € pour l'achat d'un terrain et l'aménagement de ce terrain en stationnement en bordure des hameaux démoniers. Ça sera soit à l'amiable, hein, soit sous forme de DUP. Donc ça serait mieux que ce soit à l'amiable dans la mesure où ça permettrait de faire les choses plus rapidement. Mais si ça n'est pas possible, nous ferons sous forme de DUP pour faire voir aux habitants du secteur que nous respecterons nos engagements. Il y a également dans ce secteur démonier 463 000 € de travaux de réseau et de voirie, hein, comme pour la Guibode et les Serves, essentiellement pour aménager la petite voirie des Myrtes qui permet de désenclaver la partie sud du hameau démonier. Pas du hameau, du secteur démonier, en bordure de la rue de la Gare et du chemin des Cerisiers. Ensuite, nous avons dans les travaux de voirie le 482 000 € pour la démolition de la maison qui est située sur le parking Laetitia. Nous avons également dans cette somme les frais qui permettront d'ouvrir la voirie entre la résidence de la Tuilerie et le parking du Laetitia pour permettre un meilleur maillage et un flux circulatoire amélioré. Ça pourra se faire aussi en deuxième partie d'année. D'autant que nous avons déjà mis la rue Louis Corporandi en sens unique avec une interdiction de tourner à gauche en sortant de la Tuilerie. Il est nécessaire de permettre une échappatoire supplémentaire aux riverains. Il y a aussi, je vous ai mis l'informatique et la sécurité, je vous les ai reliés parce que finalement, il y a des raisons de le faire. Nous avons en NTIC 197 000 €, ça concerne le changement des serveurs hein, qui ont plus de 12 ans et qui commencent vraiment à tirer la langue. Et nous avons aussi l'achat de tablettes. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on vous reparlera du pavé quand on vous a livré. Donc on met au budget les tablettes. Notre informaticienne se rapprochera ensuite des élus pour déterminer les besoins, puisqu'il y a des modèles différents. Et nous fonctionnerons grâce aux tablettes en minimisant le plus possible, évidemment, le recours au papier. Il y aura toujours, hein, pour le public, un exemplaire papier disponible en mairie. Oui. Voilà, on avait presque un arbre chacun, là, effectivement. En termes d'environnement, c'est assez catastrophique. Donc on va mettre fin à ça avec ces tablettes. On verra avec la communauté de communes qui avait aussi prévu d'en acheter, histoire de ne pas faire de doublons. Hein. Je m'adresse au directeur des services pour ne pas acheter des tablettes en doublon. Nous avons également dans cette ligne sur la sécurité informatique du fibrage et des caméras. Donc les caméras nouvelle génération ont besoin de fibres pour fonctionner de façon satisfaisante. Avant, elles émettaient des ondes radio qui se heurtaient aux bâtiments, qui se heurtaient aux conditions atmosphériques et qui étaient moins performantes. Aujourd'hui, ça fonctionne par fibre, donc il faut tirer du réseau de fibres un peu partout. Et on a mis 260 000 € de budget à la fois pour le réseau de fibres et pour l'achat de caméras, en particulier sur les entrées de ville comme la Calade. Et enfin, le DECI, 32 000 €, ce sont les bornes à incendie. Je vous ai aussi regroupé les investissements concernant l'environnement, parce que c'est intéressant de voir les efforts que nous faisons à ce niveau-là. Donc nous avons déjà 119 000 € provisionnés pour des voiries partagées, essentiellement. Les voiries partagées, c'est lorsqu'on permet à la fois aux piétons, aux cyclistes, à l'un ou à l'autre, de fonctionner sur la chaussée et de diminuer l'importance de la voiture et de rendre le piéton et le cycliste prioritaires. On va probablement commencer par l'ouest de la commune, au niveau du secteur des Lores. Donc cette somme est inscrite. J'ai mis aussi la somme qui était en reste à réaliser pour le pluvial de la rue Louis Corporandi, qui a été terminée, puisque là aussi, l'environnement, c'est aussi la sécurité des personnes, hein, lorsqu'on
on gère mieux les eaux pluviales, on diminue les risques, on améliore l'environnement. Il y a un budget pour les arbres nouveaux de 15 000 €. On verra si on peut faire mieux, on le fera. Il y a un petit budget participatif du Conseil municipal des jeunes qui est destiné à permettre d'appliquer les décisions qu'ils vont prendre, notamment dans le cadre environnemental. Donc l'année passée, ça avait fait l'objet de discussions. Malheureusement, ce CMJ n'a pas encore pu être installé. Nous allons le faire dès que possible, notamment avec des programmes intéressants, l'achat de cendriers pédagogiques pour limiter les rejets de mégots dans l'environnement. Il y a le plan façade. Le plan façade, ce sont les subventions que l'on verse pour aider les propriétaires à améliorer leur façade, et ça a un impact positif pour toute la population. Il serait intéressant d'avoir une vue de la Farled il y a 12 ans, au moment où nous avons lancé ce plan façade. Et aujourd'hui, on a quand même une plus-value réelle. C'est beaucoup plus agréable de se balader. Et l'endroit le plus visible, c'est d'ailleurs la place. Pour l'anecdote, sur la place, la maison aujourd'hui, dont la façade est la plus abîmée, était celle qui était la plus belle il y a 12 ans. Voilà, donc toutes les autres ont été refaites, et évidemment, c'est un cadre de vie amélioré. 67 864 € d'espace vert, là encore pour permettre à nos Farledois d'être dans un cadre de vie optimal. Donc petit à petit, on développe, on a le square de Verdun en ligne de mire. On a aussi, peut-être pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, la volonté d'arborer et de fleurir un peu la rue de la République. 20 000 € d'aires de jeu, bon, mais là aussi c'est pour permettre notamment aux enfants et aux jeunes parents d'avoir des aires de jeu en bon état avec des jeux renouvelés régulièrement. Donc voilà pour la partie environnementale de l'investissement. Voilà, pour un total qui dépasse les 400 000 €. Alors, il y a des recettes afférentes à ces équipements. Donc, il y a, en reste à réaliser, 200 000 € pour le FRAT et 204 000 € pour le CRET. C'est une subvention de la région pour l'école. 180 000 € pour la rue de la Gare. Le FRAT aussi était pour la rue de la Gare. Les 180 000 € de la rue de la Gare, on les a récupérés auprès du département. Et j'en remercie le président du département qui a débloqué la subvention et qui nous a aussi fait la promesse de nous accompagner dans les investissements du groupe scolaire comme il s'était engagé déjà il y a 3 ans en provisionnant notre subvention habituelle. Donc nous pourrons compter sur le département et c'est important pour le groupe scolaire. Il y a aussi eu en termes de reste à réaliser 125 000 € pour les travaux sur l'école Jean Écart en 2019 et 2020. 110 000 € de subventions pour les fouilles sur la centralité. C'est une somme intéressante qui a été récupérée. Et les PUP, donc qui sont les participations sur la Guibode et sur les Serves pour 605 000 €, soit un total donc, de subventions en reste à réaliser de 1 722 010 €. Alors, on n'a pas inscrit dans ce budget des subventions que l'on compte aller chercher par honnêteté, parce qu'on n'est jamais sûr de les obtenir. Donc, je vous ai parlé des subventions du groupe scolaire que le président du département, M. Marc Giraud, s'est engagé à nous verser, mais ce n'est pas dit qu'on aille les chercher en 2021. On essaiera d'aller les chercher au fur et à mesure de nos besoins, mais on pourra compter dessus. Il y a le plan France Relance qui, lui, permet aux communes, mais aussi aux EPCI, et on a fait un guichet unique avec la communauté de communes pour aller chercher ces subventions. C'est dans le domaine de l'environnement, essentiellement, c'est dans le domaine du numérique, c'est dans le domaine de l'aide aux entreprises. On aura une subvention de 20 000 €, là aussi c'est un engagement du département, pour les voiries partagées, notre projet sur la première partie au Lor. Et on ira chercher aussi une subvention à la région pour la plantation d'arbres, puisque la région accompagne les communes qui plantent
des arbres. Voilà. Dans ce cadre-là, nous planterons des arbres jeunes sur des secteurs où l'on peut en planter en nombre, et on commencera notamment par le bassin de rétention du stade. Ça sera une plus-value visuelle et une plus-value environnementale. Voilà, j'en ai fini avec la partie investissement aussi. Est-ce que sur cette partie, il y a des remarques, des questions? Je vous écoute. Donc l'objet de ma présentation, c'était de vous faire voir qu'on suit effectivement notre programme, hein. On s'est engagé à faire une école. On a une somme investie cette année plus une provision. On s'est engagé à finir la centralité. On a plus de 2 millions prévus. On s'est engagé... Alors j'ai oublié effectivement 2 points qui viennent de me revenir puisque je parle de la salle des fêtes. On a 70 000 € d'études pour la salle des fêtes, pour lancer le projet de rénovation de la salle des fêtes. Pour l'instant, on ne s'interdit aucun scénario possible. Mais c'est aussi le signe qu'on essaiera de faire au mieux pour respecter ce point du programme. Et j'ai oublié un des points des investissements, ce sont les classiques, hein, les acquisitions des services concernant parfois des photocopieurs, des ordinateurs. Et vous pourrez les trouver sur ces différentes lignes par service. Vous voyez, un matériel police municipale, matériel médiathèque, matériel communication, matériel service des sports. Ce sont les besoins des services en investissement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des différents points concernant l'investissement. On équilibre au global en dépenses et en recettes à 12 152 355 € et 58 centimes. On va faire le petit budget, s'il n'y a pas de remarques, des pompes funèbres. Et puis on passera au vote des différents points. Alors là, Lilian, je m'excuse, mais tu me mettrais des hiéroglyphes au tableau, j'y verrais mieux. Je te laisse lire, s'il te plaît, les lignes en investissement et en fonctionnement, parce que je n'y vois absolument rien de là. Bon, rien. Voilà, avec le micro pour la retransmission. Voilà, donc on a des opérations qui s'équilibrent et qu'on va retrouver en dépenses et en recettes, notamment avec des opérations d'ordre. Donc on retrouve en dépenses de fonctionnement des dotations aux amortissements de 92 € qui explique en partie le déficit qui a été vu l'année dernière. La variation de stock avec 62 886 € et le résultat de fonctionnement reporté qui est de 3 580,92 €, qui est le déficit que vous avez constaté lors de la précédente délibération. En total des recettes de fonctionnement sur ce budget un peu spécifique, on a de la vente de caveaux qui est de 3 673,92 €. Alors ces ventes de caveaux ont été inscrites pour équilibrer le budget, hein, sachant que la section de fonctionnement doit s'équilibrer. Et on retrouve les variations de stock qui correspondaient aux variations de stock en dépenses pour 62 886, ce qui explique donc ce montant de budget de fonctionnement. Et ensuite, on retrouve la majorité de ces montants en investissement par le jeu d'opérations d'ordre. Donc, on a un résultat d'investissement reporté de 55 075,66. C'est celui que vous avez constaté lors de la présentation du compte administratif. On retrouve les amortissements des immobilisations pour 92 €. Les produits finis qu'on retrouve également, qui correspondent à la variation de stock, 62 886. Et en investissement, on retrouve également les produits finis, 62 886. Et on a une opération d'agencement et d'aménagement des terrains de 55 167,65 qui sont là aussi mis en œuvre pour équilibrer le budget. Et donc la section d'investissement s'équilibre à 118 063,66 €. Et on retrouvera ces éléments, la majorité de ces éléments, lors du compte administratif qui sera présenté en début d'année prochaine. Merci beaucoup, Lilian. Vous voyez que ce budget est assez, effectivement, inerte.
Je vais vous proposer donc une dernière fois de prendre la parole si vous avez des remarques. Si ce n'est pas le cas, nous passerons au vote des différents points que nous avons abordés. Alors, s'il n'y a pas de remarques, on va commencer par la section fonctionnement du budget primitif de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La section investissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons au taux de la taxe foncière bâtie et la fixation du taux, et donc l'augmentation que nous avons proposée de l'ordre de 2,8 points. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant le budget des pompes funèbres, donc la partie fonctionnement, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et enfin, la partie investissement du budget des pompes funèbres 2021, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, je vais céder la parole à Magali Gini, notre adjointe à la culture, pour la modification des tarifs d'abonnement de la médiathèque. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous avez pu le lire à la page 27 du rapport de présentation du conseil municipal, monsieur le maire propose de modifier les tarifs des abonnements. Nous avons donc travaillé avec l'équipe de la médiathèque sur ce projet, avec pour principal objectif de faciliter l'accès à la culture pour tous, en revoyant les tarifs à la baisse de 30%. Pourquoi ? Nous avons constaté une baisse de fréquentation, donc affectée sûrement par la crise sanitaire, mais ça se poursuit depuis 2-3 ans quand même. Des tarifs élevés par rapport aux communes avoisinantes. Et en plus, nous n'avons pas beaucoup de ressources numériques ni de jeux vidéo. Donc des tarifs plus attrayants et plus simples aussi pour nous. Donc, il faut savoir quand même que 30% des adhérents viennent de l'extérieur. Dans un souci de maintenir les liens avec la CCVG, nous ne souhaitons pas défavoriser les Farlédois, mais nous avons l'ambition d'augmenter le niveau de fréquentation extérieure. C'est pour ça que l'on uniformise les tarifs et on ne fait plus avec cette baisse quand même assez importante, on ne fait plus de tarifs Farlédois et extérieurs. On uniformise par rapport à toute la CCVG, à toute la communauté des communes, parce qu'on a beaucoup de Soliès-Pontois, on a beaucoup de gens de Soliès-Ville. Voilà. Après, si vous avez pu prendre connaissance des tarifs, on a créé une carte aussi famille qui n'existait pas, donc un adulte et un enfant. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, on peut peut-être dire que la carte adulte passe donc à 12 €, la carte enfant à 5 €, la carte famille à 15 €, et puis il reste quand même le tarif avec le tarif réduit, sur présentation évidemment de justificatif. Carte adulte, tarif réduit 5 € et carte famille avec adulte, tarif réduit 8 €. Voilà. Si vous avez des questions, si je peux y répondre. Voilà, donc il n'y a plus de préférence farlédoise, mais il y a une baisse aussi pour les farlédois. La préférence farlédoise, on l'applique quand c'est pertinent. Là, pour la culture, effectivement, il était plus pertinent de faire un tarif unique et à la baisse pour tout le monde. Merci Magali pour cette présentation. Donc pour ces tarifs, ces nouveaux tarifs, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 13, création d'une activité accessoire ponctuelle pour une mission de conseil en recherche de financement pour les projets structurants, communication et relations institutionnelles. Donc nous avions diagnostiqué depuis
la fin du mandat précédent, une certaine faiblesse dans notre capacité à aller chercher des subventions, des financements extérieurs. Et plus les échelons s'éloignent de la commune, et plus nous avons des difficultés à aller chercher ces financements. Donc, je vous propose de créer cette activité donc pour une mission concernant un recrutement qui va nous permettre d'être plus performants en termes de recherche de subventions, qui va nous permettre donc aussi pour cela d'améliorer nos relations avec les différentes institutions. Vous avez toutes les caractéristiques de cette activité accessoire, car c'est un fonctionnaire qui occupe un poste actuellement dans une autre PCI, qui vient donc sur un supplément d'heures de 40 heures mensuelles pour une durée du 1er avril au 31 décembre 2021, donc pour 9 mois. Cela nous permettra de juger de l'opportunité, de l'efficacité de ce recrutement. Et évidemment, l'intérêt, c'est d'apporter une plus-value à la commune. Et je vous demande donc de voter pour accepter cette activité accessoire. Est-ce que vous avez des questions d'abord ? Comment vous dire cela tout d'abord? Je suis bien évidemment convaincu, comme vous, monsieur le maire, de la nécessité de rechercher des financements. Par contre, je suis beaucoup moins convaincu sur l'efficacité du dispositif de recrutement externe sur une durée déterminée, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous avez dit sur 9 mois, hein, donc on est sur un ticket d'environ 17-18 000 euros, sans garantie de résultat. Ça, c'est ma première observation. Deuxième observation, s'agissant de projets structurants, n'avions-nous pas en interne, je parle chargé, hein, puisqu'il s'agit de salaire, n'avions-nous pas en interne les expertises nécessaires pour remplir cette mission? C'est ma deuxième observation. La troisième observation, mais ça n'engage que moi, c'est une suggestion. Il existe dans ce domaine des cabinets spécialisés qui généralement sont rémunérés au résultat. Hein, généralement, c'est un pourcentage des subventions obtenues. Avez-vous pensé à investiguer cette piste? Merci. Alors, j'ai oublié de préciser un point, c'est que cette personne est un fonctionnaire qui connaît d'ailleurs très bien hein, le fonctionnement des collectivités locales. Pour plus de réactivité, pour que nous l'ayons immédiatement à disposition, ce principe a été retenu, évidemment, pour tout de suite être proactif dans le domaine de la recherche de financement et d'amélioration des relations institutionnelles. À terme, aussi bien pour cette personne que pour nous, il est évident que si nous constations une incompatibilité ou une insuffisance dans le fonctionnement, les solutions que vous préconisez pourraient être envisagées. Maintenant, l'objectif, c'est que cela donne un résultat positif et que nous puissions, évidemment, pérenniser ce poste, non plus d'une manière activité accessoire, mais sous la forme d'un recrutement et d'un conseiller technique tout court. Donc on passerait d'une activité accessoire à un recrutement. Cela nous obligerait à revoir des stratégies qui avaient été élaborées il y a quelques mois, qui déterminaient des besoins, notamment pour couvrir ce qui avait été appelé les services à la population, en redéployant en interne des chefs de pôle pour ces missions-là, et qui, évidemment, en occupant ces postes-là, n'occupaient plus notamment le poste de conseiller qui avait été déterminé dans cet organigramme. Donc, en réalité, ça ne modifie pas énormément la stratégie qui avait été faite sur l'organigramme que vous aviez présenté. Par contre, il y a, en termes de personnes et de recrutement, une stratégie qui a changé. Donc, ce seraient les mêmes fonctions, mais avec des personnes différentes.
Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions, 3 abstentions, pardon, la procuration. Je vous remercie. Alors, le point numéro 14, c'est une dénomination de voie. Alors, je disais tout à l'heure que nous avions perdu des personnalités locales. Et là, je vais faire référence évidemment à une figure emblématique du village. Nous avons malheureusement perdu à la fin de l'été dernier M. François Diderot, qui avait été président du Cercle de la Fraternité pendant de longues années, un agriculteur plus que connu sur notre territoire et un défenseur du patrimoine agricole, avec notamment la figue. Une activité de chasseur aussi, et puis évidemment un rayonnement en tant que personne qui dépassait encore plus ses fonctions que je viens de citer. J'ai à côté de moi une personne qui lui était proche, qui peut prendre la parole si elle le souhaite à tout moment. Nous avons voulu lui faire honneur. Il m'a paru logique de vous proposer que cette personne laisse une trace sur la commune, une trace matérielle, parce que la trace, évidemment, immatérielle, elle la laisse de par la personnalité qu'elle avait. Donc c'est M. François Diderot. Et nous avons pensé à un ouvrage pour lequel il a plus que participé, puisqu'il a contribué de par ses actions, son acharnement, sa pugnacité, à débloquer un accès vers le massif du Coudon, qui a été pendant de nombreuses années obstrué. Et grâce à l'action en justice qu'il a menée, aujourd'hui, les Farlédois peuvent à nouveau accéder à ce massif, au-dessus du hameau des Lors, par une petite passerelle donc, qui a été réalisée par les services techniques. Et je propose donc de dénommer ce passage la passerelle François Diderot. Et quand nous le pourrons, parce qu'évidemment actuellement nous sommes empêchés, nous l'inaugurerons. Voilà ce que je voulais vous proposer. Sandrine, si tu veux dire un mot, tu le peux. Non, mais je tenais simplement à remercier Monsieur le maire pour cet hommage qui est rendu à mon parrain, puisque je pense que beaucoup, vous le savez, que c'était mon parrain. Lilian Cardona avait proposé cet endroit, et c'est vrai que ça lui représente très bien, puisque c'était un homme de nature. Lui, la politique, ça ne l'intéressait pas du tout. Donc je le voyais mal attribuer un nom, voilà, puisque s'il était là, il le dirait comme moi. Donc bien sûr, quand ils m'ont demandé si on était d'accord, je me suis bien sûr approchée de ma famille qui a de suite accepté. Et j'en suis très honorifiée pour lui, puisque il faut savoir qu'avant qu'il décède, il m'avait tout donné des transmissions de cette association. Et s'il y en a qui veulent regarder des dossiers, j'ai tout chez moi. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur le maire, pour cet hommage, et à Lilian Cardona d'avoir eu l'idée. Merci pour lui. C'est bien normal, Sandrine, pour les gens qui se sont battus dans l'intérêt communal. Donc l'ouvrage, évidemment, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un parc, ce n'est pas un stade. Ça peut paraître symbolique et salé, parce que finalement, énormément de gens passent par là, énormément de gens dont il était proche, les chasseurs, les amoureux de la nature. Donc, à chaque fois, son nom sera lu et il perdurera dans les mémoires. Voilà, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là, c'est une délibération qui prend la forme d'une information, numéro 15. Donc c'est l'enregistrement par la préfecture de l'exploitation d'un atelier de traitement de surface en bijouterie. Donc la préfecture, pour des raisons de publicité obligatoire, fait paraître l'arrêté qu'elle a pris autorisant l'activité de cette entreprise et nous demande d'en informer le conseil municipal. Vous avez les détails de l'arrêté en annexe immédiatement derrière, sur lesquels vous avez
la localisation de l'entreprise, la nature de son activité, vous voyez, revêtement métallique, nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique. Il y a donc des matériaux qui peuvent être polluants et sur lesquels, évidemment, la préfecture garde un œil vigilant. Vous avez l'ensemble du cahier des charges et des préconisations techniques qui sont nécessaires au maintien en ouverture de cette entreprise. Et on finit par l'énumération des conditions de publicité et d'exécution de cet arrêté par la préfecture. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette information? Vous avez ensuite les décisions du maire. Donc il y en a 4. 1er avril, donc c'est le règlement d'une somme de 449,67 € pour un remboursement de dommages par la société AXA. Puis 2 décisions concernant la nouvelle classe de l'école Marie Curie. La première pour un avenant au marché de services, donc ce sont les prestations intellectuelles à hauteur de 32 931,40 €. La deuxième pour une procédure adaptée pour le marché de travaux concernant le gros œuvre et le terrassement, évidemment c'est par cela qu'on démarre, qui a été attribué à l'opérateur SAS STB de Sifour pour 104 924,80 €. Et enfin, une délibération du 6 avril concernant la défense, vous le voyez, que je dois mener, représentée par Maître Capio contre un agent communal. Voilà. Qui est en justice au tribunal administratif. Des remarques sur ces décisions? Donc c'est juste l'autorisation de défendre la commune, hein, évidemment. Nous n'attaquons pas, nous défendons. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Est-ce que vous avez des remarques complémentaires? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée.